à toutes et à tous, bienvenue dans cette 15e édition de notre cycle « Je viens de loin » et j'écris en français. Nous avons le plaisir de recevoir des écrivains venant du monde entier et ayant choisi la langue française en partage. C'est aussi la 2e édition virtuelle de ces rencontres. Virtuelle, et cette fois-ci, après l'Inde, nous nous rendons au Québec, au Canada, pour y accueillir avec un immense plaisir Kim Thuy, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Consulat général de France à Québec, le réseau des Alliances françaises du Canada, le Centre culturel canadien à Paris et l'Institut français de Paris qui fournit sa plateforme et l'aide précieuse de Frédéric Jagu qui est aux manettes. Je suis Flore Bénard, je suis responsable du service culturel de l'Alliance française de Paris et nous accueillons ces rencontres depuis maintenant 3 saisons. Je serai accompagnée aujourd'hui pour la gestion du chat et des questions de Johanna Roche et de Cerise Schwaller. C'est elles qui transmettront vos questions à Suzanne Cyr, qui interviendra dans la 2e partie et qui est ancienne présidente du Fry Festival. Alors, pour la technique, vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver les notifications sous la forme de la petite cloche qui apparaît en haut à droite. Et dans la partie droite de votre écran, vous avez accès à un chat et à une zone de questions qui vous permettra de déposer au fur et à mesure de la rencontre toutes les questions que vous souhaitez poser à Kim Thuy. Pour lancer cette rencontre, je vais laisser la parole à Franck Desroches, directeur général de l'Alliance de Paris, à Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec, et Cécile Miel, coordinatrice des Alliances de France, des Alliances du Canada. Pardon, Cécile. C'est à vous. Je suis Franck Desroches, donc le directeur général de l'Alliance française de Paris. Et je remercie avant toute chose Monsieur le consul général de France à Québec d'être à nos côtés pour ouvrir ce nouveau numéro donc des rencontres littéraires de l'Alliance française de Paris. Je viens de loin, j'écris en français, qui sont toujours animés avec grand talent et générosité par Bernard Magnier, que je salue et que je remercie. Bienvenue et merci à tous de nous rejoindre donc pour cette édition exceptionnelle de notre série consacrée aujourd'hui donc à Kim Thuy. Et merci infiniment, cher Kim Thuy, d'avoir accepté notre invitation. L'une des missions de l'Alliance française, de l'Institut français, c'est de favoriser, de promouvoir le dialogue entre les cultures. Aujourd'hui, c'est un pont formidable donc, qui est jeté entre la France, le Canada, la belle province du Québec, le Vietnam et le reste du monde. Je crois que nous avions environ 350 inscrits. Là, nous voyons le compteur qui grimpe avec des gens qui nous saluent d'un peu partout dans le monde. Et donc, cette affluence, c'est le résultat de la formidable mobilisation du réseau des Alliances du Canada, et spécialement de sa coordinatrice, Cécile Miel, directrice de l'Alliance d'Ottawa, de Mélanie Clériot à Moncton, de Gaëtan Pellan, attaché culturel au Consulat général de France à Québec. Merci beaucoup à tous les trois. L'équipe du Centre culturel canadien à Paris, comme l'a dit Flore, s'est aussi mobilisée pour cette rencontre. Caitlin Workman, sa directrice notamment. Un grand merci à cette équipe et à Suzanne Cyr, donc, qui co-animera la soirée aux côtés de Bernard Magnier. Ce nouveau numéro donc, de notre collection « Je viens de loin, j'écris en français » est réalisé avec l'Institut français. Merci beaucoup à Frédéric Jagu, chargé de mission médiathèque innovation à l'Institut de Paris. Merci d'être à nouveau à nos côtés aujourd'hui, après notre escale en Inde il y a quelques semaines. Nous sommes très fiers de faire équipe avec toutes les personnes que je viens de citer, de remercier pour vous proposer cette rencontre avec Kim Thuy, et je parle cette fois au nom de mon équipe, c'est celle qui est à mes côtés, Flore Bénard que vous venez d'apercevoir, responsable du service culturel bibliothèque,
Cerise Schwaller et Johanna Roche. Donc un grand merci aussi à toutes les trois, ainsi qu'à Alan Nobili, notre responsable développement, qui il y a peu dirigeait l'Alliance française de Winnipeg. Voilà, j'ai fait le tour des remerciements, mais c'était indispensable avant de lancer ce beau moment avec Kim Thuy. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Consul Général, je vous souhaite à tous, où que vous soyez, au Québec, au Canada, en France ou ailleurs dans le monde, un excellent moment auprès de Bernard Magnier et de notre invité Kim Thuy. Merci à tous. Eh bien, bonjour à tous, je suis Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec et au Québec. Il fait aujourd'hui un temps radieux ici à Québec et je suis vraiment heureux de constater que l'Alliance française de Paris nous a proposé une belle rencontre avec Kim Thuy et que dans le monde entier, cette proposition a reçu un écho très favorable. Kim Thuy vient de loin, c'est sûr, même si au fond nous venons tous de loin et la Terre n'est pas si grande. Kim Thuy écrit en français, même s'il y a certainement, alors on reparlera peut-être tout à l'heure, plusieurs Français, et en particulier le Québécois, que je découvre depuis que je sers mon pays ici au Québec. À coup sûr, elle est, Kim Thuy, une militante, ou en tout cas une fan, comme elle le dit elle-même, de la francophonie. On en est tous heureux. La francophonie, ce sont ces langues françaises que nous avons en partage sur la planète et qui nous permettent pas seulement de parler, mais de créer cette littérature et toute cette culture francophone que nous aimons tant. Le consulat est vraiment très heureux d'être partenaire de cette opération. Nous sommes très actifs avec nos amis québécois, nos amis européens présents au Québec également, et de façon générale avec tous ceux qui, au Québec, en France, au Canada, bien sûr, et partout dans le monde, ont envie de culture et envie d'ouverture aux autres. Encore merci à l'Alliance française et à Kim Thuy de nous consacrer du temps. Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous situez. Au nom du réseau des... je vais remercier aussi évidemment au nom du réseau des 9 Alliances françaises du Canada, tous les partenaires de cet événement, mais surtout l'Alliance française de Paris-Île-de-France pour cette magnifique initiative et l'organisation de cet événement. Ça s'est fait à toute vitesse, si je me souviens bien. Je me souviens d'Alan qui m'a envoyé un mail il y a genre 1 mois et demi en me disant « Tiens, si on faisait ça ». Et puis en un temps record, tout le réseau des alliances s'est mobilisé. Ça a été immédiat et unanime. Et ça m'inspire 3 très brèves, rassurez-vous, réflexions. D'abord, on est un réseau réactif qui sait, au-delà des frontières et au-delà des océans, faire corps quand il le faut pour monter ce genre de très beaux projets culturels. Et puis aussi que face à ces crises inédites, exceptionnelles, comme celles qu'on traverse toujours, on sait ensemble faire corps et être solidaire, inventif et imaginatif. Et puis surtout, c'est que le nom et l'œuvre de Kim Thuy, finalement, ça a fait écho. Ça a fait écho dans toutes les alliances du Canada, d'est en ouest, de Victoria à Moncton, et que finalement c'est son talent et c'est son écriture qui ont avant tout remporté notre adhésion et qui nous ont tous embarqués dans cette jolie aventure. Donc voilà, on en est très heureux. Ce qui nous relie aujourd'hui, c'est l'amour et le plaisir de la langue française et de la littérature en français. Je me suis arrêtée où? J'étais partie dans un élan. J'imagine que j'ai remercié tout le monde et que voilà, je vous souhaite une belle rencontre qui était la rencontre, encore une fois, ce qui nous relie, c'est l'amour et le plaisir de la langue française et de la littérature en français. Donc, une belle rencontre à tous. Avant de laisser place à ce dialogue dans la première partie qui durera environ une demi-heure, ce dialogue qui sera orchestré par notre cher Bernard Magnier qui est avec nous autour de ces rencontres depuis fort longtemps. Bernard Magnier est journaliste, il est directeur de collection, programmateur de grands festivals en France et c'est grâce à lui qu'on a pu inviter à nous rejoindre aujourd'hui la pétillante Kim Thuy qu'on a appris à connaître et qu'on a tellement hâte de retrouver aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire connaissance. Dans un second temps, donc n'hésitez pas à poser, je le répète, vos questions dans la petite barre latérale. Et Suzanne Cyr, ancienne présidente du Frei Festival,
nous rejoindra dans un second temps pour un dialogue avec Kim Thuy. Bonne fin de rencontre. Bonjour Kim, content de te retrouver. Il y a eu, on l'a dit, une vingtaine d'écrivains qui ont été invités par ces rencontres. Je viens de loin. Nous sommes promenés un petit peu du côté de l'Argentine, de l'Afghanistan, de la Chine. Nous sommes allés en Biélorussie, en Bulgarie. La fois dernière, nous sommes allés en Inde avec Shumona Sinha. Nous étions déjà allés au Vietnam avec quelqu'un qui s'appelle Doan Bui, que vous devez connaître, qui est une femme de journaliste, grand reporter, prix Albert Londres, qui est certes de famille vietnamienne, mais qui pour sa part est née dans la Sarthe, au Mans. Donc elle faisait un chemin un petit peu inverse du vôtre. Elle redécouvrait le Vietnam. Pour votre part, vous êtes né en 1968 à Saigon. Je donne cette date parce qu'elle est importante, non pas pour révéler votre âge. Ça va, Oui, absolument, absolument. Vous avez dû quitter ce pays à l'âge de 10 ans par les Boat People. Vous êtes retrouvé dans un premier temps en Malaisie, puis ensuite au Canada, au Québec plus précisément, où vous êtes encore aujourd'hui. Vous avez exercé dans ce pays des métiers extrêmement divers et peut-être enrichissants pour votre métier aujourd'hui d'écrivaine. Vous avez été cuisinière, restauratrice, vous avez été couturière, vous avez été aussi avocate. Je cite ces trois professions qui sont pour le moins différentes. En tant qu'écrivain, vous êtes apparu en 2009 avec un premier roman qui s'appelle Rue. Puis ensuite, en 2011, avec un livre écrit à 2 ou à 4 mains, comme on voudra, avec Pascal Janowczak, À toi. Et puis, 2 autres livres qui portent également des titres vietnamiens, 2013, Man, 2016, Vie. Ces livres que je viens de citer ont tous été publiés par Libre Expression au Québec et par les éditions Liana Lévy en France. Vous êtes également l'auteur d'un livre pour enfants, Le Poisson et l'Oiseau, et puis plus récemment d'un livre, Le secret des Vietnamiennes. Alors vous nous révélerez peut-être quelques-uns de ces secrets tout à l'heure. Vous êtes traduit dans une trentaine de langues, donc vous avez une audience internationale très, très importante. Peut-être ma première question, mais toute simple, en ces périodes de tourmente, j'ai envie de vous demander comment allez-vous ? Ah, mais très bien, parce que je suis ermite de nature. C'est vrai que je voyage beaucoup d'habitude, mais le confinement m'a permis de vraiment vivre cette ermite en moi. Et donc, je sais qu'on a déjà commencé le déconfinement au Québec, au Canada, mais moi, je reste confinée parce que j'aime trop. Alors peut-être pour commencer cette rencontre, ce dialogue, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce qui a précédé, là où tout a commencé et là où tout revient d'une certaine façon, c'est-à-dire le Vietnam et l'enfance. Ces 2 mots sont indissociables. Quel souvenir vous gardez de cette période terrible, puisqu'il s'agissait de la guerre? Est-ce qu'il y a des souvenirs heureux? Est-ce qu'il y a des moments de bonheur? Vous en racontez dans vos livres, mais globalement, quel est le souvenir de l'enfance que vous gardez? Ah, j'ai eu une enfance vraiment heureuse dans le sens où c'était une enfance protégée au milieu d'un pays en guerre. Et aujourd'hui, vous savez, quand je lis sur le Vietnam, sur cette période-là, je me dis, mais comment est-ce que c'était possible pour moi de vivre si calmement, si doucement à l'intérieur d'un pays en feu autour de moi, en fait. Et donc, j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans, donc j'ai redécouvert, si vous voulez, le Vietnam de façon plus globale une fois adulte. Et j'ai eu la chance de le faire quand j'étais avocate. J'étais envoyée à Hanoï, dans le nord du Vietnam, alors que je suis née dans le sud du Vietnam. Et donc, j'ai refait connaissance avec un Vietnam qui était un Vietnam en provenance de la mémoire de mes parents plus que de la mienne. Et aussi parce que le pays était séparé en 2. Et donc, Hanoï était en fait un autre pays avec une langue très différente parce qu'il y a eu 20 ans de séparation où la langue vietnamienne évoluait différemment dans le sud du Vietnam et dans le nord du Vietnam. Et on n'avait pas la technologie pour que cette langue-là circule. Et donc, je vous dirais que c'était avec un ravissement pour moi de redécouvrir le Vietnam, mais un Vietnam en paix. Et Le Vietnam
que le Vietnam que vous avez connu au départ, vous le dites dans les premières lignes du livre que je citais tout à l'heure, Rue, vous dites ceci: je suis venu au monde pendant l'offensive du Tet, au premier jour de la nouvelle année du singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochés devant les maisons explosaient en polyphonie avec le son des mitraillettes. Dès le départ, vous aviez à la fois les pétards qui sont signe de joie et les mitraillettes qui sont signe de mort. Quelques lignes plus loin, vous dites ceci: je suis né à l'ombre de ces cieux, ornés de feux d'artifice, là encore la joie, décorés de guirlandes lumineuses, traversés de roquettes et de fusées. Votre enfance, elle est partagée entre ces deux pôles en permanence? La joie, la Exactement, oui. tristesse, la vie, la mort? Comme je vous ai dit, oui, je croyais que j'avais une enfance très protégée, mais en fait, des images de guerre étaient déjà présentes. Mais il n'y avait pas de comparatif, donc je pensais que c'était normal. Vous voyez, je suis née en 68, donc c'était le moment au plus fort pas au plus fort de la guerre, mais le premier moment qui a déclenché un déploiement, un grand déploiement de soldats américains en sol vietnamien. Et donc, il y avait des tanks, il y avait énormément de gens en uniforme et des couvre-feux aussi. Mais en tant qu'enfant, quand on est né là-dedans, on pensait que, ben moi, je pensais que c'était la vie normale de tout le monde. Mais aussi, en tant qu'humain, on s'habitue très rapidement à notre environnement. Moi, je ne me suis pas posé la question, mais il y avait ce paradoxe dans mon enfance d'avoir vécu ouais, cette ignorance de ce qui se passait dans le reste du pays et en même temps de le voir de loin. Aujourd'hui, quand je lis, c'est ça, j'ai commencé à vous en parler un peu, c'est qu'il y a presque un sentiment de culpabilité de ne pas l'avoir su pendant que j'étais là, pendant que j'étais présente. Mais en même temps, un enfant de 10 ans, je crois qu'on peut la pardonner de ne pas le savoir. Bien sûr. Ouais. Mais au retour, évidemment, dans ma vingtaine, quand j'étais avocate à Hanoï, j'ai entendu l'autre côté de l'histoire. Parce que ce que j'entendais, c'était beaucoup l'histoire du Vietnam du Sud, ceux qui ont quitté par bateau, qui se sont enfuis du régime communiste à l'époque, après la fin de la guerre. Et donc, le retour au Vietnam a permis d'entendre la voix de ceux qui étaient de l'autre côté, ceux qu'on croyait voilà, être ceux qui ont gagné la guerre. Pour rester au plus près de vous, si on devait définir, ou si vous deviez définir un petit peu, nous présenter votre famille, que diriez-vous? Une famille plutôt aisée, une famille de lettrés aussi? On était très privilégiés en ce sens où mon grand-père avait étudié déjà en français, donc il pouvait lire le français, il était sous-préfet de Saigon pendant une période et puis préfet dans d'autres villes dans le sud du Vietnam. Et donc, on avait accès à la littérature française très tôt à la maison. Donc, il y avait des livres et je me souviens de Paris Match. À l'époque, c'était très bien d'avoir Paris Match à la maison. Et les livres, c'était quand même des objets de luxe dans un pays en guerre, vous voyez. Donc, ça, je le savais qu'on avait ce privilège-là. Et après, mon papa était professeur de philosophie. Et par la suite, il était député de l'opposition dans le sud du Vietnam. Et donc, oui, je me considère vraiment très, très, très privilégiée d'avoir été protégée par tout ce qui se passait au pays. La littérature, la lecture, c'est important. Déjà à ce moment-là, petite fille, vous êtes quelqu'un qui côtoie les livres, qui les feuillette, qui les lit, qui se fait lire des histoires? Ah, il y avait des livres tellement partout. La seule image que j'ai gardée de mon grand-père, c'est lui avec un livre, avec un journal, avec un magazine, mais jamais sans sans des mots dans les mains. Et donc, je le voyais toujours en train de lire. Et puis, mes parents aussi, il y avait des livres partout. Mes tantes et mes oncles, on habitait dans la même tour. Ma grand-mère, vous voyez, traditionnellement, au Vietnam, c'est que les parents ont une maison et puis chaque enfant qui se mariait, ben, on construisait une maison. Et étant donné qu'on était en plein cœur de Saigon, ben, ma grand-mère a pensé à l'idée d'y aller verticalement. Donc, chaque étage était une famille et puis on mangeait toujours ensemble les repas familiaux tous les jours, au moins 2 fois.
Et là, on discute de livres, on discute de politique et tout ça. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'avais la chance d'être exposée à tous ces débats. Et donc, on se cachait pour lire les livres qu'on n'avait pas le droit de lire parce qu'on était trop jeunes. Mais aussi, cette abondance de littérature nous a causé beaucoup de problèmes quand la guerre est terminée, parce que tous les livres sont devenus des objets, des produits, qu'on disait, des produits anticulturels ou antipatriotiques ou anti-révolutionnaires. Et donc, les gens pouvaient être accusés d'être en possession de ces produits et être envoyés en prison. Et donc, on en avait beaucoup à la maison. Et comment faire pour les détruire, vous voyez? Surtout parce qu'on a été obligé de donner la moitié de la maison au gouvernement, et l'autre moitié dans laquelle on était encore, il y a eu 10 soldats qui sont venus habiter avec nous. Et habiter beaucoup plus que ça. En fait, ils contrôlaient tout ce qui était dans la maison, toutes les armoires étaient scellées, on n'avait plus le droit d'ouvrir, d'avoir accès à nos biens, mais les livres. Et donc, comment faire pour les détruire si on ne pouvait pas sortir les livres ou les jeter à la poubelle? Donc, on les a brûlés la nuit sur le toit de la maison. Et le geste le plus barbare que je vous dirais, c'est que les enfants, nous, moi incluse, on était ceux qui avaient la responsabilité de déchirer les pages pour que les parents puissent les brûler. Et maintenant que j'écris tellement lentement, une phrase par jour, je crois, et je me dis, non, mais brûler des livres, ce sont des heures et des heures de travail et de réflexion. Donc voilà, j'ai commis ce geste quand j'avais 7-8 ans, de voler des livres et de les déchirer et de brûler. On va faire sans transition, on va passer au moment où vous arrivez au Québec, au Canada. Quel accueil vous recevez de ce pays? Alors, vous me permettez, je vais vraiment raconter ce premier moment pour rendre hommage et remercier en fait ces gens-là parce que j'ai pas la chance de les revoir. Donc, on a été envoyé à Granby, dans une ville à 1 heure de Montréal. On ne savait pas que Granby existait, évidemment, c'était un choix du gouvernement. Et on arrive là, c'était un 27 mars 1979. Il faisait très froid avec encore beaucoup de neige. Évidemment, pour les Québécois, ce n'était pas froid, mais pour nous, arrivant d'un camp de réfugiés en Malaisie, dans la chaleur, mal habillée. Et dès que je suis sortie, vraiment, la peau ne savait pas ce qu'elle était en train de vivre parce que c'était une sensation complètement nouvelle. Vous voyez, ce froid saisissant. Et les portes de l'autobus s'ouvraient. Et puis devant nous, moi, mon impression, c'est qu'il y avait une forêt de géants qui nous attendaient parce que tout le monde était tellement grand et les hommes avec la barbe, vous voyez, et la neige sur la barbe et tout ça, c'était oui, enchanteur en même temps. Et avant, oui, et je ne sais pas comment, tout de suite, j'ai été prise par quelqu'un dans les bras, soulevée. Et c'était le premier choc culturel parce que déjà les Asiatiques on ne manifeste pas trop nos émotions, alors que là l'affection a été donnée à la première seconde. Tactile. Ben oui, et le deuxième choc, je vous dirais, c'est que nous arrivions dans un camp de réfugiés, donc on avait des infections partout sur le corps à cause de toutes les piqûres, des poux dans les cheveux, la diarrhée chronique et tout, et donc on se savait dégueulasse. Et dégueulasse, c'est un mot même trop léger pour décrire ce que nous étions, et pourtant ces gens-là n'avaient pas hésité une seule seconde à nous prendre dans leurs bras. Et aujourd'hui que j'ai 51 ans, je me demande si je prendrais la petite Kim à l'âge de 10 ans quand je suis arrivée. Je ne suis pas certaine que j'ai la même générosité, vous voyez, que les gens qui nous ont reçus. Et le troisième choc, je vous dirais, c'est que dans le camp, il y avait il y avait pas d'eau courant, donc évidemment il n'y avait pas de miroir, donc on ne s'était pas vu depuis un moment. Et là, la première fois que je me suis revue, c'était vraiment dans le regard de ces gens-là. Et sincèrement, je ne m'étais jamais vue aussi belle qu'à ce moment-là et je ne me suis jamais revue aussi belle qu'à ce moment-là.
Et ce moment-là a défini la citoyenne que je suis devenue parce que je suis devenue canadienne dès la première minute quand je suis arrivée. Et à l'époque, évidemment, on ne faisait pas encore on ne connaissait pas la précision au Québec, Canada, Granby, c'était juste Canada, vous voyez. Donc, je suis devenue canadienne comme ça en une seconde. Et pourquoi est-ce que je ne me suis jamais revue aussi belle? C'est que je ne me suis plus jamais retrouvée dans une situation aussi où je suis aussi fragile et vulnérable. Alors qu'à ce moment-là, on était complètement, on était rien en fait. Hein. Et même sous le premier papier qu'on a reçu d'identité, parce que en tant que réfugié, vous n'avez plus rien. Et le premier papier du Canada, sous nationalité, nous étions des apatrides. Et donc, quand vous n'appartenez à aucun territoire, étrangement, ça affecte quand même la façon qu'on réfléchit psychologiquement. Et donc, on se sentait vraiment dépossédé de tout. Et soudainement, là, en une seconde, tout est revenu. La beauté, la dignité. Oui, on a été traité en tant qu'humain quand c'était un humain avec un autre et c'est magnifique. Et donc, on a été accueillis de cette façon-là. Entre ce moment que vous venez de raconter, on est en 1978 ou à peu près, et puis la publication du premier livre, 2009, il y a un peu plus de 30 ans, quel lien vous entretenez avec votre pays, avec le Vietnam? Je ne sais pas, est-ce que la musique est présente? Est-ce que la nourriture, bien sûr, est présente? Qu'est-ce qui vous relie avec le pays? Des correspondances, des voyages? À la maison, on a continué à parler vietnamien parce que, selon mes parents, j'allais apprendre le français très rapidement avec les amis, avec l'environnement, alors que le Ils n'avaient Vietnam… pas tort. Non, j'apprends encore. Vous savez, je me trompe encore dans le genre des mots, voilà, énormément. Et les prépositions, c'est terrible. Et puis le temps des verbes en français. Le vietnamien n'a pas de temps de verbe, on est toujours à l'infinitif. Et quand on rencontre la langue française avec tellement de précision, vous avez le passé simple, le passé composé, l'imparfait, plus que parfait. Bon, enfin, et pour moi, sur la ligne du temps, je ne sais jamais où est placé le passé composé par rapport à l'imparfait. Bon, mais le plus beau de la langue française, c'est que vous avez le futur antérieur. Et donc, vous pouvez être en avant et en arrière en même temps. Et le conditionnel, donc, et le subjonctif. Et donc, on peut rêver si un plan A, un plan B, un plan C, vous voyez, vous avez tellement de… Alors que la langue vietnamienne n'a pas du tout cette peut-être subtilité-là. On est toujours à l'infinitif, donc on n'a jamais de conditionnel. Je ne pense jamais avec… oui, voilà, si j'étais grande, j'aurais été… c'est ça, il faut dire, j'aurais été mannequin? Non. Par exemple. De temps de verbe, je me trompe énormément. Donc, j'apprends encore, mais je vous dirais que pour moi, ces deux cultures-là sont codépendantes. Oui, mes gènes sont vietnamiens, mais la culture québécoise est dans mon sang, en fait. Et puis, évidemment, il y a, en plus du fait d'être au Canada, on a le bonus d'avoir la langue anglaise. On est réellement bilingue dans le sens où on ne fait pas que parler l'anglais. On comprend la culture anglophone. Et donc, c'est une culture de plus. Donc, j'ai trois cultures qui cohabitent, en fait, chez moi. Et la richesse de tout ça, c'est que chaque langue porte, comment dire, chaque langue porte une culture propre à elle. Et par exemple, le mot que j'aime beaucoup du français, qui n'existe pas en anglais, c'est le mot gourmandise. Parce que, voilà, en français, on peut manger avec plaisir et culpabilité, mais beaucoup de plaisir, alors que dans la culture anglophone, on n'a pas du tout cette façon de partager un repas très long et très, comment dire, animé. Je trouve, et puis les Vietnamiens, je vous dirais, j'essaie de penser à des mots, mais ne serait-ce qu'au niveau culinaire, parce qu'on n'a pas la même
la même température, le même climat. Donc, au Vietnam, il y a énormément de fruits et de légumes qui n'existent pas en France ou au Canada. Et donc, c'est magnifique d'avoir toutes ces langues-là. Et, ah oui, il y a un mot qui est magnifique en français, qui existe, le mot coup de foudre. Donc, la première fois que j'ai appris ce mot, de sentir le coup de foudre, et même si on n'a pas vécu le coup de foudre, on a l'impression de comprendre le mot de coup de foudre. Et quand j'ai essayé de voir s'il existait en vietnamien, parce que je trouvais qu'il y avait une contradiction avec la culture de réserve et de retenue du vietnamien. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, le mot coup de foudre n'existe pas en vietnamien. L'équivalent le plus proche, c'est plutôt mon âme a été volée. Et donc, quand on vit un coup de foudre, on dit plutôt, voilà, mon âme a été volée. Donc, je dirais que tout ça est mélangé et c'est pourquoi je fais des erreurs parfois avec le mot rebelle, justement, que je pensais que ça voulait dire belle de nouveau. De nouveau? Oui, voilà, rebelle, tout simplement parce qu'en vietnamien, on dit que vous pouvez perdre votre beauté. Et donc, quand j'ai rencontré le mot rebelle, je pensais que en français, on nous donne la chance de regagner notre beauté. Vous voyez, il y a une certaine rédemption. Et donc, voilà, c'est la façon. Je pense que je suis un peu comme la cuisine d'aujourd'hui. Très fusionnelle. Vous avez la citronnelle mélangée avec la moutarde, avec tout. Les nouvelles façons de cuisiner aujourd'hui, c'est la fusion de tout ce qui est possible. Grâce à la mondialisation, on a des épices éthiopiennes. Je cuisine souvent, en fait, avec des épices éthiopiennes et la sauce de poisson ensemble. Alors, la gourmandise dont vous parlez, qu'elle soit culinaire ou qu'elle soit littéraire, l'écriture, le premier livre, il arrive tout de même, je le disais tout à l'heure, en 2009, c'est-à-dire relativement tardivement. Vous aviez déjà écrit quelques petits textes précédemment ou non? Oui. Quel a été le déclic? Comment tout d'un coup vous avez eu envie d'écrire ce qui est devenu Rue? Ah, bah, l'écriture est arrivée vraiment accidentellement. J'avais écrit peut-être un texte ou deux à l'âge de 14-15 ans. Et puis après, j'ai osé prendre un cours de création littéraire à l'université où j'ai eu 0 pour la maîtrise de la langue, 0 pour la participation en classe. Donc, j'ai échoué en fait ce cours. Et puis, j'ai commencé à écrire en fait parce que je m'endormais beaucoup au feu rouge. Et c'était une façon pour moi de rester éveillée parce que quand vous vous endormez au feu rouge, le pied devient plus léger sur le frein se relâche, la voiture continuait tout seul et puis j'ai eu quelques accidents comme ça. Et un des trucs vraiment qui me gardait éveillée, c'était de prendre des notes. Et au départ, c'était des notes de choses à faire pour le lendemain. Et après, c'était des notes, je me suis inventé des trucs de dire, le nombre de verbes que je connaissais. Donc, je listais des verbes, après des pays, des villes, vous voyez. Et puis après, je n'avais plus d'idées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sans le savoir. Je ne faisais que noter. Vive les feux rouges québécois. On les remercie. Oui, ils sont très longs. On les remercie vivement. Alors, en écrivant alors ce qui allait devenir Rue, quelle était votre, je ne sais pas si c'est votre ambition, votre envie, c'était de transmettre ce que vous aviez connu, c'était peut-être en quelque sorte de rendre hommage à un certain nombre de personnes, rendre hommage au pays. Quelle était l'envie qui vous animait en écrivant ce premier roman? Ce qui allait devenir. Je dois vous avouer que je n'avais pas d'intention. Quand j'ai écrit, c'était vraiment des notes au feu rouge pour rester en vie, en fait. Et donc, ces notes-là, c'était tout simplement parce que j'aime la langue française. J'aime les mots. En même temps, je dis j'aime la langue française parce que je ne possède pas assez de mots, de vocabulaire en vietnamien pour pouvoir écrire en vietnamien. Je réfléchis en français, donc c'était en français que je notais. Et donc, l'histoire pour moi était secondaire. C'était vraiment parce que c'était une histoire que je connaissais très bien, donc je n'avais pas besoin de faire des recherches. Et donc, je m'amusais en fait avec la langue, d'être avec les mots.
Vous voyez, ne serait-ce que, je sais pas, juste le mot guirlande. Et je suis allée chercher longtemps pour, quand vous avez cité le premier paragraphe, guirlande, d'où vient guirlande? Et le son du mot guirlande était magnifique, donc je voulais utiliser le mot guirlande, tout simplement. Et donc, j'ai déconstruit l'histoire autour des mots. Et aujourd'hui, je vous dirais, après le premier livre, je peux identifier plus clairement pourquoi j'écris, c'est que j'ai envie de partager la beauté de ce que je vois. D'abord, la beauté des mots, mais aussi la beauté de nous, les humains. C'est vrai que je raconte des histoires peut-être parfois difficiles, atroces ou même horribles, mais je crois qu'en même temps, dans ces moments-là, on voit aussi la plus grande des beautés de l'humain. S'il n'y avait pas de catastrophe, il n'y aurait pas eu la création de la Croix-Rouge, par exemple, selon moi. Et donc, ce sont dans les situations extrêmes qu'on découvre des héros. Et donc, je veux partager avec nous combien les humains ou comment les humains réussissent à devenir héroïques dans des situations extrêmes. C'est vrai que ces situations-là sont créées également par nous, par les humains. Mais je crois qu'on oublie souvent de parler de la beauté de nous, des humains. Donc, voilà, quand j'écris, c'est vraiment pour partager. La beauté. Ce livre, Rue, là, que je montre, si on regarde la 4e de couverture, on lit une jeune femme raconte, et le livre commence, je l'ai lu tout à l'heure, je suis né. Entre le vous et le je, il y a une marge ou il n'y en a pas? C'est Kim, c'est un peu plus que Kim, c'est un peu moins, tout n'est pas dit, tout est dit? J'espère que c'est plus que moi. Dans le sens où j'espère que je raconte plus que juste mon histoire, parce que j'ai eu une histoire tellement choyée que je n'aurais pas pu raconter. Vous m'aviez perdu? Oui, absolument, je vous entends plus. C'est oui. ça. Voilà, ça y Non, est. je disais que j'ai eu une histoire très privilégiée, donc si je ne parlais que de moi, je n'aurais pas pu vous exprimer la difficulté des réfugiés qui ont traversé la mer et qui ont rencontré des pirates, qui ont vécu des vols, qui ont vécu des viols, et donc je me suis donné la liberté de raconter une histoire beaucoup plus grande que la mienne. Ceci dit, je ne crois pas que je réussis à raconter plus que peut-être 0,001% de la réalité. Et donc, et donc, ce que je raconte est tellement petit qu'on a l'impression que c'est une fiction. Mais en fait, c'est une vision tunnel, une réalité beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante que ce que je suis capable de raconter. Et donc, non, votre situation, on l'a bien compris, entre le Vietnam et le Canada, entre ces deux cultures, fait que de temps en temps, vous êtes prise pour une autre. Vous le racontez dans ce livre. Il y a des moments où aussi on vous prend pour une étrangère, on vous prend pour quelqu'un qui ne comprend pas la langue, que ce soit la langue vietnamienne ou que ce soit la langue française. Un homme au Québec vous invite à danser, mais vous invite à danser en anglais. Ailleurs, une commerçante dit à sa voisine, si je ne me trompe, ah ben c'est une escort girl parce que vous êtes avec votre mari français, québécois, blanc. Bon. Ailleurs, c'est quelqu'un qui dit ah ben, c'est une japonaise. C'est-à-dire que finalement, on vous prend aussi pour une autre. Cet entre-deux, ça a été douloureux, ça a été difficile, vous en êtes amusé. voilà. Comment vous avez vécu? Et je me considère très chanceuse d'avoir tous ces chapeaux, je vous dirais, qu'on peut me prendre pour d'autres, parce que je crois que le Canada m'a enrichi. Donc, avant d'arriver au Canada, je n'étais que vietnamienne. Et une fois arrivée au Canada, je peux être multiple parce que et ici, vous savez, au début, on me demandait souvent de dessiner un cercle comme ça et de partager le pourcentage de Vietnamiennes en moi et de Canadiennes ou de Québécoises. Et pendant très longtemps, c'était difficile pour moi parce que dans une même journée ou dans la même heure, le pourcentage change.
voyez, si je suis avec mes parents, parfois je dis, bah non, j'aime pas manger ce que vous mangez parce que je suis devenue québécoise. Et puis avec mon mari québécois, je lui dis, bah non, je fais pas ce que tu demandes parce que je suis vietnamienne. Donc, et ça change. Et puis et c'est un journaliste de Grenoble en fait qui m'a fait comprendre qu'en fait je n'avais pas à choisir, que j'ai été enrichie. Donc, je suis aujourd'hui une Vietnamienne avec une deuxième culture canadienne, ou sinon, je suis une Canadienne avec un passé vietnamien. Donc, aujourd'hui, si vous me le demandez, je dessinerais deux cercles. Et je considère que je suis 100% dans les deux. Pas parce que je possède les deux cultures parfaitement, mais parce que je les aime, comment dire, autant l'une que l'autre. Et donc, avec gourmandise. Avec gourmandise. Et je crois qu'on doit mesurer la culture de quelqu'un par son amour pour cette culture-là et non pas par sa maîtrise de la langue ou pour, je sais pas, ses connaissances de cette culture-là. Et donc, je me considère aujourd'hui enrichie de deux cultures. Et trois, en fait, avec la culture anglophone aussi. Vous semblez dire que c'est bon, un mélange heureux et quelque chose d'agréable à vivre. Il y a pourtant des moments que vous racontez qui doivent être un petit peu plus douloureux. Lorsqu'on vous dit, par exemple, lorsque vous retournez au Vietnam, je crois à Saigon, à Chi Minh Ville, on vous dit, toi, tu es trop grosse pour être une Vietnamienne. Mais non, mais ils ont raison, hein. Ça voulait dire quoi, ça, être trop grosse pour une Vietnamienne? Sur le coup, c'est vrai que je vous dirais que je pensais que c'était le nombre de kilos. Parce que c'était dans les années 90, donc les gens étaient encore très, très minces. C'était au début de l'ouverture du pays. Et donc, oui, je suis plus potelée parce que j'ai mangé beaucoup de fromage, beaucoup de pain, beaucoup de bacon. Donc, nécessairement, je suis plus large. Mais quand je me suis assise pour écrire Rue, j'ai réalisé que ce n'était pas les kilos. C'était vraiment parce que je suis devenue une Nord-américaine. Je parle avec mes mains. Je prends énormément d'espace, alors qu'une Vietnamienne ne parlerait jamais en bougeant les mains. Ceci dit, je crois que c'est italien, ce truc, non? De bouger les mains comme ça. Pas mal. Il y en a d'autres aussi. Et puis, je parle fort, je ris fort, ce qui n'est pas du tout dans la culture vietnamienne. Vous voyez, cette voix avec cette assurance, pas seulement assurance, je vous dirais, mais ce pays m'a donné la liberté. En fait, toutes les libertés. Et du coup, on a l'impression qu'on a le droit de dire ce qu'on veut dire, de lire ce qu'on veut lire, de penser comme on veut. Et donc, cette liberté-là, ou ces libertés-là, m'ont grossi ou agrandi. Et du coup, c'est vrai, je ne suis plus vietnamienne. Une Vietnamienne, si elle n'avait pas vécu ailleurs, je crois, ne peut pas posséder les libertés que j'ai aujourd'hui. On va parler du deuxième livre, Man, publié en 2013. Alors, les titres sont vietnamiens, mais la référence, je vais la donner. Le premier, Rue, ça signifie berceuse, hein, vous le dites. Celui-ci, Man, ça signifie la personne qui est comblée. Hein. C'est un nom qui est donné, mais qui signifie comblée. Il s'agit d'une orpheline vietnamienne qui sa mère va lui faire un mariage arrangé avec un restaurateur québécois. Alors là, on est davantage dans la fiction, et il y a un élément très important qui était déjà présent dans le premier roman et qui intervient, c'est la cuisine. La cuisine comme médiateur, comme liant, comme lien entre les cultures, entre les personnes. C'est comme ça que vous la ressentez, que vous la vivez, la cuisine, la gastronomie. Encore. Ça, c'est ma part vietnamienne, que je ne suis pas capable encore de me départir, ben, pas départir, mais que ça reste comme, c'est que je ne sais pas trop comment dire des mots d'affection, des je t'aime, ou même de dire des mots d'émotion en vietnamien, hein, de dire je suis triste, je suis heureuse, ça ne se dit pas vraiment. Et donc, tout est exprimé en fait à travers la nourriture. Donc, mes parents, depuis ce matin, ils sont venus chez moi déjà plusieurs fois pour m'apporter de la nourriture. C'est leur façon d'aimer. Vous voyez, donc, et la nourriture, probablement parce que c'est une mémoire gustative et olfactive, c'est ce qu'on apporte avec nous. Et je vois mon père qui a 82 ans maintenant, et plus il vieillit, plus il retourne en fait à sa cuisine d'enfance.
à sa ville natale au Vietnam. Alors que pendant 20 ans, 30 ans, au Québec, au départ, on était curieux, on voulait manger le pâté chinois, les poutines, vous voyez, on voulait tout essayer. Et puis, maintenant qu'il vieillit, soudainement, il y a un retour à cette racine-là, ou sinon à la mémoire de l'enfance. Et dans mon cas, ben, j'ai les deux, par contre. Et j'utilise énormément la cuisine pour exprimer mon amour pour mes enfants. Donc, pendant le confinement, j'ai cuisiné au moins 3 fois par jour, si c'est pas 5, de faire des gâteaux aussi, de faire des collations entre les repas, parce que et aussi parce que les Vietnamiennes, on croit que les recettes doivent rester secrètes parce que c'est notre façon de garder notre homme. Alors, si on partage la recette avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme, ben, elle va voler notre mari. Et donc, les recettes sont secrètes et elles appartiennent vraiment à une famille. Vous voyez? Et j'ai réalisé un truc, c'est quand mon mari québécois est tombé malade la première fois, j'ai préparé un velouté de riz. Parce que chez les Vietnamiens, c'est le plat qui guérit toutes les maladies. Peu importe ce que vous avez, vous mangez un velouté de riz et voilà, vous vous sentez mieux par la suite. Je lui apporte ça et il m'a répondu en bon québécois, il dit, mais pourquoi tu m'apportes cette boîte-là? Et boîte veut dire bout. Vous voyez, quand même, un genre de céréales bouilli, un bouilli. Et j'ai dit, mais ça te guérit. Il dit, ben non, ce qu'il avait besoin, c'était plutôt un bouillon de poulet. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ni le bouillon, ni le velouté ne guérissaient. Mais c'était le souvenir du confort de quand il était petit ou plus jeune. Sa mère lui donnait un bouillon quand il était malade. Et donc, la nourriture éveille énormément d'émotions en nous. Et oui, donc la poutine, c'est vraiment pour moi, quand je reviens au pays après un long voyage, c'est mon premier plat. Ou le pâté chinois, mes deux préférés. Vous employez des mots et on sent qu'ils sont importants, y compris leur sonorité. Et dans ce livre, Man, vous avez choisi de titrer chaque chapitre, qui sont en général très courts, d'un mot en vietnamien et de sa traduction ensuite. D'où est venue l'idée et pourquoi ce choix? Au départ, c'était vraiment juste pour faciliter le travail d'édition avec mon éditrice, parce que j'ai pas de chiffres pour les chapitres, je n'ai pas de chapitres en fait. Et donc, j'ai dit, ah, tu sais, le paragraphe que je parle du cyclopousse, donc je marquais à côté le mot en vietnamien, mais aussi grâce au lecteur. Quand je les rencontre dans les salons, certains me demandent de dédicacer en vietnamien. Alors, je dédicace en vietnamien et la personne est toujours déçue parce qu'il pensait que le vietnamien s'écrivait avec les caractères chinois. Vous voyez, donc il dit non, non, mais vraiment en vietnamien. J'ai dit, ben voilà, le vietnamien s'écrit avec l'alphabet ABC, tel qu'on Alexandre de Rhodes est passé par là. Oui, voilà, parce que originalement, au départ, la langue vietnamienne était écrite avec les caractères comme le chinois. On vient vraiment du chinois. Et donc, c'était une langue pensée selon les idées ou sinon les images. Et l'exemple que je vous donne, et vous allez le voir tout de suite, par exemple, le mot repos, c'est une combinaison de 2 caractères, soit une personne et un arbre. Parce qu'à l'époque, quand on voulait se reposer, ben, on s'appuyait contre un arbre et puis on faisait la sieste. Et donc ça devient... Et donc, on parle de idéogramme. C'est ça, c'est une combinaison d'idées. Et un mot que j'aime beaucoup aussi, c'est le mot sourire en chinois. C'est deux images, un œil et un grain de riz. Et ça donne le sourire. Pourquoi? Parce que quand on sourit, ben, l'œil devient aussi petit que ouais, voilà. Et puis, par exemple, oui, et un arbre, donc vous avez un arbre, puis une forêt, c'est 3 fois arbre, par exemple. Donc, c'est vraiment une langue avec des images, mais c'est une langue monosyllabique. Il n'y a qu'une seule syllabe par mot. Comme le mot amour que j'aime toujours dire. Et j'ai appris de la professeure qui a dit, pour me souvenir comment l'écrire, elle dit le mot aimer en chinois, qui est juste avec un son, qui est ai. C'est la combinaison d'un cœur, d'une main
un caractère qui ressemble à un pied. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre son cœur dans sa main et après marcher jusqu'à la personne qu'on aime pour le lui offrir. Donc, l'idée est très longue et le verbe est très actif, mais avec un seul son. Aïe. Et donc, quand Alexandre de Rhodes, le missionnaire, est arrivé au Vietnam, il a d'abord noté les sons, tout simplement pour que lui, il puisse répéter. Et avec la colonisation française, ben, on a alphabétisé la langue vietnamienne. Donc, la langue vietnamienne aujourd'hui est très étrange parce que la langue française est plutôt horizontale, selon moi. On ajoute des syllabes pour créer des nouveaux mots. C'est une langue de son. Donc, vous avez constitution, conditionnel, conditionnellement, anticonstitutionnellement. Donc, voilà. Alors que le Vietnam, c'est plutôt tonal, à la verticale. Vous avez là, 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 là. Et chaque mot a un sens différent. Donc, là, c'est crier. Là, c'est une feuille. Là, c'est le verbe être. Donc, vous pouvez vous tromper énormément. Mais avec ce changement dans la langue vietnamienne, j'ai l'impression qu'elle est devenue tordue. Parce qu'auparavant, on pouvait regarder le caractère et deviner un peu ce qu'il dit, parce que c'est un dessin, mais il a été transformé en son. Et le son n'a pas vraiment non plus de son, parce qu'on n'a pas, voilà, l'horizontal, je trouve, de la langue. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. Je m'en souviens plus. Vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on dise un mot du troisième volet. Ah oui, c'est pour ça. Désolée, je voulais dire, donc j'ai noté, on a laissé les mots en vietnamien pour les chapitres dans Man, tout simplement parce que je voulais présenter la langue vietnamienne au lecteur pour que vous voyez un peu comment cette langue est écrite. Qu'on la visualise. Alors, le troisième, à nouveau un prénom, cette fois qui signifie minuscule, précieuse, vous le précisez. Et là, c'est une petite vietnamienne, c'est un roman d'initiation, c'est un roman de voyage aussi, parce que certes, il y a le Vietnam, il y a le Canada, mais on va aussi bien à Singapour, à Shanghai, en Chine, au Danemark, à Berlin, à Rome. Bon, on voyage beaucoup. L'idée de ce livre, c'était aussi de montrer comment une petite fille vietnamienne, là aussi, peut appréhender le monde d'une certaine façon. Ou sinon, plutôt une petite fille qui s'est laissée aller, en fait. Parce qu'il y a le mythe des boat people vietnamiens qui disait que, parce qu'on a retrouvé des petits bébés et des gens qui ne savaient pas nager sur la plage après naufrage, alors que ceux qui savaient nager ne réussissaient pas parfois à arriver jusqu'à la rive. Et donc, avec le temps, on a ce mythe en disant que quand il y a naufrage en mer, il fallait juste se laisser aller. Et laisser la vague nous transporter et non pas se battre contre les éléments. Parce que quand on se bat contre les éléments, voilà, on n'est pas assez fort on n'est jamais aussi fort que la nature. Et donc, je crois que c'est resté dans ma tête. Et ce livre-là, je voulais mais voilà, partager avec le lecteur comment chaque voyage, chaque personne qu'on rencontre, si on se laissait aller, mais cette personne-là ou ce voyageur va nous emmener vers quelque chose d'autre. Et puis notre chemin va se tracer à travers ces rencontres-là. Donc, on n'a même pas besoin de tracer nous-mêmes un chemin ou rêver nous-mêmes un parcours. On n'a qu'à suivre ce qui est là devant nous. Et j'ai eu la chance, comme ça dans la vie, d'avoir été portée par des gens. Moi, j'ai l'impression que je suis sur une roche, je suis immobile en fait. Et il y a toujours quelqu'un qui m'emmène d'une roche à une autre. Ou sinon, il y a une vague, quelqu'un qui m'emmène à une autre. Et puis, voilà, je voulais… et découvrir le monde par ce biais-là. Oui, et avancer. Il y a un élément aussi important dans ce livre, c'est la part historique. Là, vous revenez sur les générations qui ont précédé, sur les grands-parents, sur les arrière-grands-parents. Ça a demandé pour vous un travail. Bon, il y a le souvenir, mais la part du souvenir est relativement faible, j'imagine. Vous avez dû enquêter, rechercher, vous documenter. Non, c'était dans la famille, les souvenirs étaient là. C'est dans la culture, en fait, parce que dans la culture vietnamienne, on considère qu'on fait partie d'une longue chaîne. On est, par exemple, moi, je suis le résultat de ce que mes aînés ont été. Donc, s'ils avaient été des bonnes personnes, ben, j'ai eu une bonne vie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les amis de mes parents vont me rencontrer et ils vont dire
ah oui, c'est normal que tu aies une belle vie parce que tes parents sont des bonnes personnes et tes grands-parents aussi étaient des bonnes personnes. Vous voyez? Donc, on ne vous félicite pas en disant, ah oui, tu as bien fait. Non, vos réussites vraiment, comment dire, sont les résultats directs de ce que les aînés On avaient fait. été. Oui. Et moi, ben, j'ai la responsabilité d'être une bonne personne pour mes enfants, pour la prochaine génération. Donc, les histoires des ancêtres sont racontées souvent dans la famille pour nous Donc expliquer. elles étaient là. Oui, oui, elles font partie de nous. Et parce que aussi le Vietnam est un vieux pays. Donc, vous pouvez retracer vraiment très, très loin. Vous voyez les tombeaux. Je sais même où sont voilà, les tombeaux de mon arrière-grand-père. Et d'ailleurs, c'est ça, je ne savais pas, mais mon arrière-grand-père, il venait de la Chine pour travailler en tant Oui, vous le dites. qu'ébéniste. Il avait été engagé. Et cette maison-là existe encore aujourd'hui. Elle est protégée par, ben, elle est devenue un patrimoine de l'UNESCO. Et donc, j'ai pu visiter cette maison qui avait été travaillée par mon arrière-grand-père. Pas maternelle, mais paternelle. Je ne sais pas comment dire. Bon, alors, du côté de ma mère, mais du côté de mon grand-père. Ah, d'accord. Donc, c'est aussi précis que ça. Oui, on n'a pas ces mots-là, nous, en français, effectivement, pour dire ces filiations. Il nous reste à peine de temps avant de passer la parole à Suzanne Cyr pour la partie questions. Encore quelques-unes tout de même. J'ai cité tout à l'heure les métiers de restauratrice, de couturière et d'avocate. Est-ce que vous avez l'impression que ces métiers vous ont aidé dans la rédaction de vos livres? Tous les métiers, en fait. Je vous dirais, l'avocate, le droit, c'est la précision, la concision. Ouais. Chaque virgule, chaque ponctuation compte. Donc, imaginez les mots. Et on n'a pas le droit à beaucoup de mots, même si les contrats que vous lisez semblent être très longs. Chaque mot joue un rôle très, très, très précis. Et la couturière? La couturière, c'est de la patience. C'est voilà, et surtout, chaque couture qu'on fait est importante et qui annonce déjà la prochaine couture. Si la première couture est mal faite, la deuxième ne pourra pas réparer, en fait. Et donc, il y a toute une préparation pour arriver à ne serait-ce qu'une épaulette. Vous voyez, pour un habit, il y a plusieurs couches à l'intérieur. Et donc, j'ai appris ça, à vraiment prévoir, si vous voulez. Et puis, la cuisine, c'est vraiment, voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas faire un ragoût en 30 minutes. C'est impossible. Oui, on peut utiliser comment on appelle, un pressure cooker. Sauf que même là, le mariage des ingrédients ne peuvent pas être accélérés. Il faut vraiment attendre pendant 4 heures, 5 heures. Pour un roman, c'est la même chose? Ah oui, je me permets. Hier, vous savez, j'ai passé 1 heure pour tourner et retourner une seule phrase pendant 1 heure. Pas une seule phrase, un mot. Je voulais juste trouver, parce que je voulais pas dire citoyen effrayé ou terrifié ou horrifié. Et j'étais en train de parler des soldats à la ligne de front. Et là, je voulais faire aussi citoyen, mais citoyen comment? Et je disais, ah, et là, comme ça, parce que j'ai vu mon fils partir jouer au tennis, et j'ai dit, ah, les citoyens de la ligne de fond. Alors, et il m'a fallu 1 heure pour trouver la ligne de fond. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Une autre question on a parlé tout à l'heure de vos liens d'enfance et que vous avez entretenus avec le Vietnam. Aujourd'hui, entre le Vietnam et vous, mais vous, écrivaine, qu'en est-il? Le livre n'existe pas en vietnamien encore. Il est dans 39 pays. Donc, il y a quand même une part de moi qui se dit, mais pourquoi il est dans 39 pays et pas le Vietnam? Ouais. Mais en même temps, je comprends parce qu'il y a des éditeurs qui sont intéressés. Mais ils m'ont dit qu'il fallait vraiment enlever certains mots.
Par exemple, le mot ouais, boat people ou Parti communiste, parce que ça ne se fait pas. Et je comprends, hein, parce que le pays est encore gouverné par un seul pays, par un seul parti, qui est le Parti communiste. Donc, je comprends que ces mots-là sont problématiques. Mais le livre est tellement tout petit que si on commençait à enlever des petits mots, il ne resterait que la couverture, qui est très belle, mais quand même. Et donc, on peut attendre un peu quand le pays sera prêt à embrasser un peu, à dialoguer avec le passé. Parce que l'histoire d'un pays est un luxe, en fait. En Occident, on prend pour acquis qu'on a des historiens et on a droit à l'histoire. Et les historiens travaillent de façon scientifique, c'est-à-dire avec les faits. Évidemment, oui, il y a des points de vue, mais quand même, il faut arriver avec les faits, alors que dans un pays où on n'a pas encore cette liberté de travailler avec les faits, ben, on ne peut pas raconter l'histoire. Et donc, l'histoire du Vietnam est surtout aujourd'hui, je trouve, racontée soit par la France, soit par les États-Unis, ou sinon par le Vietnam victorieux, mais pas tout le Vietnam, toute la complexité du Vietnam, mais peut-être un jour. Mais c'est un luxe, vous savez, il faut... Ouais. Est-ce que vous venez de dire, et le fait aussi d'être traduit donc dans 39 langues, vous venez de dire dans 39 pays en tous les cas, ça donne des responsabilités d'une certaine façon, parce que vous devenez, bon gré mal gré, une sorte de porte-parole du pays oublié, du pays caché, du pays que l'on n'entend pas. Est-ce que vous sentez ce poids des responsabilités lorsque vous écrivez? Est-ce que derrière vous, vous dites je parle au nom d'eux? Je vous dirais que je ressens beaucoup moins la responsabilité envers le Vietnam qu'envers les réfugiés. Je crois qu'on donne très rarement le micro à un migrant ou un réfugié, et parce qu'on parle souvent des migrants ou des réfugiés comme une masse, vous voyez, comme un groupe. Et humainement, notre cerveau, on ne peut pas être interpellé ou sinon créer un lien avec un grand groupe. Donc, il faut personnaliser, en fait. Et je crois que j'ai eu la chance, en fait, d'être personnalisée. Et donc, j'essaie de redonner ce que j'ai reçu dans ma vie. J'essaie de redonner un tout petit peu de tout ce que j'ai reçu. Parce que si vous m'avez laissé dans le camp de réfugiés, je ne serais jamais là où je suis aujourd'hui. Et on ne pouvait pas imaginer non plus que la petite fille que vous voyez, on a une photo, sur la petite photo qu'on avait dans le camp pouvait devenir quoi que ce soit. Parce que dans nos yeux, il n'y avait plus rien, on n'avait plus d'espoir, on n'avait plus d'options, on n'avait plus, voilà, on était moins que humains dans ce camp-là. Donc, je comprends que les pays qui viennent nous recevoir, nous accueillir, nous choisir, c'était des paris, en fait. De prendre des gens que vous ne pouvez pas imaginer, pour qui vous ne pouvez pas imaginer un avenir. Et donc, je suis là pour être un peu le rat de laboratoire, de dire si vous prenez un réfugié dans un camp, ben, 40 ans plus tard, ben, ça donne, voilà, une personne comme ça. Et je suis certainement la moins utile hein, pour la société parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont devenus voilà, des médecins, des dentistes et tout ça, et donc ils peuvent contribuer beaucoup plus que moi. J'étais d'accord avec vous sur à peu près tout ce que vous aviez dit, sauf la dernière phrase. Je pense que effectivement, vous êtes plutôt utile, et même très utile, en particulier à nous, parce que vous nous faites comprendre justement tout ce dont on vient de parler. Je vais céder la parole à Suzanne Cyr, si la magie du net veut bien qu'elle apparaisse à l'écran. S'il y a des questions, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais j'espère qu'il y en a. En attendant la magie du direct, je vous repose une autre question et puis Suzanne peut intervenir à tout moment. Vous voyez la petite fourmi, désolée. Mais je la voyais effectivement depuis tout à l'heure sur cette... Ah, j'ai perdu Bernard. Mais je peux vous parler tout ça, ce sont des non, des je vous écoute, on vous entend. Oui, ah oui, d'accord. La vie sans l'écriture, c'est quelque chose d'imaginable pour vous. Ah, on a retrouvé Suzanne Cyr.
Oui, mais je peux vous répondre très rapidement. C'est que j'ai eu la chance de faire beaucoup de métiers dans ma vie. Et si Bonjour. demain, on me dit que c'est terminé, bah, ça sera terminé, puis je vais faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Mais ceci dit, j'aime beaucoup l'écriture. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé tous les métiers que j'ai eu la chance d'essayer. Donc, oui, on peut me l'enlever demain, ou même aujourd'hui. Suzanne, c'est à vous, quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Alors, merci beaucoup Bernard, merci Kim. Alors, je suis très Merci, heureuse Bernard. de me joindre à vous cet après-midi en direct de Moncton, en Acadie. Alors, c'est un grand honneur, un privilège d'être en aussi bonne compagnie. Merci aux organisateurs et aux organisatrices pour ce rendez-vous littéraire et j'aimerais remercier particulièrement les représentants de l'Alliance française de Moncton qui font un travail exceptionnel pour partager l'amour du français. Donc, comme toujours, le charme opère lorsque Kim Thuy est avec nous. Il y a des auditeurs et des auditrices de partout dans le monde. Écoutez, c'était tellement excitant que j'ai pris quelques notes. On a Toronto, Winnipeg, Paris, Seattle, l'Iran, le Brésil, Halifax, Belgique, Lisbonne, Grèce, Pérou, Italie, l'Acadie, Bucarest, Tanger, Argentine, Paris, Caroline du Nord, Dakar, Zambie, et je suis certaine que j'en oublie. Alors, j'ai vu Bahreïn. Donc, c'est un voyage exceptionnel avec vous, Kim. Et vous, les auditrices, les auditeurs sont toujours très enthousiasmés. On vous appelle une vraie gourmandise. En fait, on a dit une vraie gourmandise ce webinaire, et c'est vrai. On vous a qualifié de véritable artisane des mots. On a parlé de votre générosité de cœur et d'esprit. Alors, je vais peut-être aller tout de suite aux questions des auditeurs et des auditrices. Kim, est-ce que le français vous permet d'exprimer des idées, des réalités, des imaginaires que les autres langues que vous maîtrisez, le vietnam et l'anglais, ne vous permettent pas? La sensualité. Oui. Tout simplement parce que l'anglais, je l'ai appris vraiment un peu sur le tas. Dans le sens où quand j'étais avocate, la plupart des contrats, j'étais en corporatif, donc la plupart des contrats étaient en anglais. Donc j'ai appris l'anglais pour écrire des contrats, pour négocier avec des gens d'affaires. Et donc, quand je parle en anglais, je suis beaucoup plus dure. Oui, j'ai l'impression que j'entre dans une salle de négociation. Et donc, pour moi, l'anglais est beaucoup, quand j'écris, l'anglais est beaucoup moins sensuel parce que c'est ma tête d'avocate qui écrit, mais je lis énormément en anglais, étrangement. Je lis beaucoup de poésie en anglais et je réussis à comprendre en fait la sensualité de l'anglais à travers la littérature. Mais je ne suis pas encore rendue à l'étape où je suis capable d'écrire en anglais avec la sensualité que le français me donne, je vous dirais. Et puis le vietnamien, parce que j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans. Et après, oui, j'ai continué à parler en vietnamien, mais j'ai pas appris la littérature vietnamienne. Et donc, il y a beaucoup de mots j'ai pas de vocabulaire, en fait, pour les émotions. Les émotions vietnamiennes doivent être lues. Elles sont très peu exprimées verbalement, oralement. Donc, il me manque plein d'émotions. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que je connais le mot tristesse en vietnamien, mais je ne connais pas le mot nostalgie ou mélancolie, parce que ce sont deux mots que j'ai appris après l'âge de 10 ans. Et ces émotions-là ne pouvaient être identifiées qu'une fois adulte, je crois. Et c'est pourquoi oui, la langue française reste la plus entière pour moi. Aussi, même si j'ai l'impression que je suis handicapée, en fait, que je cours avec juste un pied, vous voyez, en français, parce qu'il manque énormément de vocabulaire et de flexibilité. Mais le français reste la langue qui me donne le plus qui me donne la gamme la plus grande, en fait, dans les trois.
C'était ça la question, hein? Oui, oui, justement, vous avez un amour, un émerveillement des mots de la langue française, vous décortiquez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la langue française? C'est cette recherche de beauté. Qu'est-ce qui vous... La précision. Je vous dirais qu'on a parlé des verbes tout à l'heure, et je vous dirais que oui, je trouve ça terriblement difficile pour le temps des verbes, mais en même temps, ces temps-là réussissent à refléter la sophistication de notre cerveau. On est vraiment capable de faire la différence entre un passé simple et un passé composé. Vous imaginez ouais, donc la langue française réussit à aller chercher cette sophistication-là du cerveau et de l'exprimer. Et donc, j'aime beaucoup. Et la langue vietnamienne, c'est tout simplement parce que je ne la connais pas assez bien. Elle est précise dans plein d'autres domaines, peut-être pas en tant que verbe, mais en tant que vocabulaire, parce que c'est une langue qui est très, très vieille. Et puis l'anglais aussi, parce que je connais peut-être pas assez bien pour pouvoir aller creuser. Et donc la langue française pour moi est belle pour ça, parce que j'ai eu l'occasion d'aller la creuser, puis j'ai l'impression ouais, qu'elle est très précise. Est-ce que vous avez déjà travaillé à la traduction de vos romans? Non. Aucunement capable. Ne serait-ce que quand j'ai écrit Rue, c'était en 2009, le livre a été traduit en 2010 et 2011, et donc déjà, j'ai évolué en tant que personne. Donc, moi-même, je n'étais plus d'accord avec ce que j'avais écrit. Donc, si j'avais à traduire le livre, j'aurais écrit un autre livre. Je me serais corrigée, vous voyez. Donc, non, il faut laisser le travail aux traducteurs. Et les traducteurs sont plus que des gens qui trouvent un mot pour traduire un autre mot. Ils sont là pour transposer une idée d'une culture dans une autre culture. Et donc, la traduction en anglais, au moins celle que j'ai pu lire, c'est que quand j'ai terminé de lire, j'avais oublié si j'étais en train de lire en français ou en anglais. Parce qu'elle n'a pas traduit que les mots. Elle a vraiment transposé cette culture-là dans une autre. Vous voyez? Et donc, quand vous le lisez, vous avez l'impression que ce livre-là avait été écrit en anglais. Et ça, c'est une grande réussite. Et c'est un grand talent des traducteurs. Vous rêvez dans quelle langue, Kim Thuy? Français, certainement. Vous rêvez en français. Ouais, parce que sinon, il me manquerait plein de mots. Quand il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sensation. Et si je puis me permettre, vous injuriez dans quelle langue? Ah, seulement en anglais. Parce que c'était la seule langue la langue française, c'est une langue d'amour pour moi. Donc, je ne pourrais pas écrire dans une... Et c'est ça aussi, je crois, je ne pourrais pas écrire dans une autre langue, parce que quand j'écris, c'est vraiment pour partager la beauté des choses. Et ça, quand on partage la beauté, il faut utiliser la langue d'amour. Et le québécois est ma langue d'amour. Elle n'est pas que langue. Elle est celle qui m'a accueilli, qui m'a donné naissance, qui m'a offert toute cette liberté que je possède aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus qu'une langue. Voilà. Les auditeurs et les auditrices sont très curieux par rapport à vos lectures. On a eu beaucoup de demandes à cet effet. Votre écrivain classique préféré, le premier livre en français que vous avez lu, l'écrivain français que vous admirez le plus et pourquoi. Donc, parlez-nous de Kim Thuy, la lectrice. Ah, je lis très mal. D'abord, je commence avec ça. Je vois tous les livres de Bernard derrière, là, et je suis certaine que tu as déjà tout lu ces livres. Alors que moi, quand je lis un livre, il me faut 1 an pour lire un livre, peu importe l'épaisseur du livre, parce que quand j'aime un livre, je retourne souvent sur le livre, sur le paragraphe, sur la page, et surtout, je tape manuellement là les passages que j'aime pour partager avec les amis, et je les apprends par cœur. Et puis donc quand je lis un livre, je le connais vraiment par cœur, scène par scène. J'ai l'impression que c'est scène
par scène que je lis. Et il y a beaucoup de livres. Il y a un livre que j'ai découvert vraiment par pur hasard, par le titre. J'étais chez le libraire et puis voilà, le livre était exposé. Il s'appelle L'accordeur de silence au pluriel de Mia Couto. Et je ne connaissais pas ni Mia Couto ni rien. Et la couverture était très peu attirante en fait. Elle était même laide, je vous dirais. S'il n'y avait pas ce titre, L'accordeur de silence, je ne l'aurais jamais ouvert. Et c'est ça la beauté d'aller dans une librairie au lieu d'acheter sur le net, c'est qu'on peut ouvrir le livre. Et là, je suis tombée amoureuse tout de suite de la première page, et puis la deuxième, et puis la troisième. Et je suis repartie avec ce livre. Et jusqu'à ce jour, je vous dirais, je dois avoir acheté au moins 25 copies pour offrir aux amis. Mais je ne l'ai jamais terminé. Et je ne veux pas le terminer. Parce que rendu vers le trois quarts du livre, ou un peu plus, je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais plus d'accord avec l'auteur. Je n'aimais plus le ton et je ne voulais pas désaimer ce que j'avais déjà, ce qui m'avait tellement ravie et enchantée que j'ai arrêté et j'ai interdit tous mes amis à qui j'ai donné le livre de me raconter la fin. Je ne veux pas savoir. Et ce livre est vraiment comme une Bible pour moi, mais je le connais imparfaitement. Oui, et j'ai peur de lire d'autres livres de Mia Couto parce que je veux pas. C'est un amour parfait. Donc, je veux pas entacher cet amour. Mais le premier livre, c'était L'amant de Marguerite Duras. Et pourquoi? Parce que c'était le premier livre qu'on a osé acheter avec le peu d'argent qu'on avait. Et donc, je l'ai lu de la première page à la dernière page. On a fait des dictées, on a fait tout ça. Donc, je connais le livre par cœur. Mais surtout, c'est le livre qui m'a donné la chance de voir le Vietnam différemment qu'une guerre. Voilà, c'est un livre qui a romancé le Vietnam, ou qui a permis le Vietnam d'être romantique. Et donc, j'ai appris énormément de ce livre parce qu'il m'a transformé moi, ou sinon m'a donné un nouveau point de vue, un nouveau regard pour le Vietnam. Et donc, Marguerite Duras, mais ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas touché un seul Marguerite Duras parce que si j'ouvrais un livre de Marguerite Duras, je tomberais complètement dans son univers et j'écrirais exactement comme elle, je respirerais comme elle, je mangerais comme elle, je crois. Et donc, je suis comme une alcoolique, en fait, pour Duras. Donc, je n'ai plus le droit de lire Duras. Vous êtes une grande lectrice de poésie. Je sais que vous achetez beaucoup de recueils de poètes québécois. Est-ce que la poésie est une bonne porte d'entrée pour un apprenant, quelqu'un qui voudrait s'initier à la langue française? Oui, parce que c'est un condensé, en fait. Vous lisez pendant 30 secondes ou 1 minute un poème et vous avez le début, la fin et le milieu de l'histoire. Donc, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas le temps. Je vous suggère vraiment de lire la poésie parce que moi, je m'endors tellement rapidement ces jours-ci que oui, la poésie nous permet de continuer à lire et voilà, avoir le temps de finir une histoire, quoi. Parce que la poésie est tellement précise que quand on apprend une langue, c'est pour ça que je vous disais que je suis capable de lire la poésie en vietnamien et en anglais, alors que je ne suis pas capable de lire des romans en vietnamien. Pour moi, c'est trop compliqué. Alors que la poésie, oui, pour la mélodie déjà. Donc, la poésie, ce n'est pas que des mots, mais c'est aussi la musicalité, le rythme qui nous aide à comprendre le texte. Et maintenant, vous avez même les haïkus en français. Et je vous cite deux haïkus d'Hélène Bouchard, une poétesse québécoise de la côte nord du Québec. Et vous allez voir tout de suite. Donc, pourquoi elle? Parce que ces haïkus m'ont permis de comprendre l'histoire de mon pays, l'histoire du Canada. Et ça va comme suit. Grand-mère Inou visite sa petite fille avec traductrice.
Et là, vous voyez tout de suite la brisure dans la culture des Inuits. Donc, il y a eu, voilà, une coupure, une blessure énorme entre les deux générations qui ne se comprennent plus. Et donc, ce poème-là m'a révélé l'histoire de mon pays, du Canada, et je suis allée lire beaucoup plus sur l'histoire du Canada grâce à ce petit poème de quelques mots. Et puis l'autre qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est Jeune immigrante, plante des vivaces sur une terre nouvelle. En quelques mots, et on a l'histoire au complet de ce qu'est une immigrante. Voilà. Kim, est-ce que, une autre question, est-ce que le fait de publier en français, de devenir une écrivaine, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a enraciné davantage dans le sol québécois, dans votre patrie d'adoption? Tout à fait, ne serait-ce que grâce à l'écriture, ben, je rencontre beaucoup de journalistes qui me posent des questions. Donc, ce sont des séances de thérapie, de psychologie et de tout ça. Donc, et je suis obligée de répondre aux questions. Et donc, grâce à ces questions-là, ben, j'ai été obligée de réfléchir qui je suis, où je suis, comment je suis et qui je veux être. Et donc, peut-être pas grâce à l'écriture, mais à tout ce qui entoure l'écriture qui me permet en fait de mieux comprendre où je suis sur la carte, où je me situe sur la carte. Et je ne sais pas si il nous reste du temps ou pas. Si on est déjà vers la fin, je vous laisse avec, il faut que je partage avec vous ce poème qui est extraordinaire de Ernst Jandl, un poète autrichien. Et la traduction est tellement magnifique et on m'a dit que la traduction est plus belle que la version originale. Je ne sais plus, c'était, oui, une personne autrichienne m'a dit ça, m'a dit non, ta version française est tellement meilleure. Et donc, je partage avec vous, juste en quelques mots, ce poème, pour moi, est un poème fétiche parce qu'il exprime mon sentiment envers le Canada, le Québec et les Québécois qui nous ont reçus. Et vous allez voir la magie de ces mots-là. Alors, ça va comme suit. Je suis allongée contre vous. Vos bras me tiennent. Vos bras tiennent plus que ce que je suis. Vos bras tiennent ce que je suis quand je suis allongée contre vous et que vos bras me tiennent. Tout est dit. C'est merveilleux. Tout est dit. Il y a 6 mots, je crois. Hein? Je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y a 6 mots qui se mélangent. Et puis, tout est dit. Et je crois que c'est un poème qui s'applique dans toutes les circonstances. En fait, j'ai lu ce poème à un monsieur, un paysagiste qui est venu travailler à la maison et il m'a dit non, je comprends rien en littérature parce que je dis est-ce que tu aimerais que je te remette un livre et tout. Il dit non, moi je ne lis pas, je ne comprends pas et tout ça. J'ai dit les mots, je vois pas le rôle des mots dans la vie. Et j'ai dit non, je sais que les mots te touchent aussi. Attends, je te lis un poème et tu vas voir que les mots jouent aussi un rôle dans ta vie. Et puis, j'ai lu ce poème et il est venu les yeux pleins d'eau et il m'a dit attends, il faut que j'aille appeler ma maman. Et il est allé là, il m'a demandé de réécrire le poème et il l'a lu à sa maman. Vous imaginez? C'est ça. C'est juste de trouver les bons mots qui nous interpellent, quoi. Moi, je suis très limitée, je ne peux pas lire beaucoup de livres. Il y a seulement un genre de livre que je réussis à comprendre. Mais c'est déjà, je crois que si on a un poème qui nous touche, c'est déjà, voilà, le pari est gagné. Une question que tout le monde nous pose. Alors, quand allons-nous avoir la chance de lire votre prochain
livre qui me suit? Je suis en pleine écriture. Je suis supposée d'être en train d'écrire en ce moment, mais quand Bernard m'a écrit, Kim, est-ce que tu veux qu'on se voit? Et puis, je ne savais pas du tout c'était pourquoi. J'ai dit oui tout de suite. Je ne savais pas que c'était une grande organisation comme celle-ci. Donc, je suis allée couper les fleurs, m'habiller, tout ça pour vous. Mais moi, voilà, moi, j'ai répondu un oui comme ça à Bernard. Alors, merci tellement d'être là avec moi aujourd'hui. Je sais que vous êtes très nombreux. Je m'y attendais pas du tout et donc je suis très heureuse d'être avec vous au lieu d'être en train d'écrire. Je voudrais juste prendre la parole si Suzanne le permet. Sur, on vous a pas sollicité en tous les cas sur la place des femmes. Ce livre, Le secret des Vietnamiennes, c'est un titre important. Certes, il y a la cuisine, il y a les recettes, mais il y a la place des femmes. Un mot sur la singularité de la place de la femme dans la culture vietnamienne. Vous savez, très souvent, il y a le mythe de la femme vietnamienne très douce, très tendre, très gentille et même silencieuse. Ben non, c'est tout le contraire. Ce sont des dragonnes. J'aurais jamais dû poser cette question. Et ben, l'image que je vous donne tout de suite, c'est voilà, comment dire, la force d'une femme asiatique ou dans la culture asiatique, c'est que la personne en face de nous ne puisse pas lire nos émotions. Et si vous regardez les vieilles peintures japonaises et chinoises, vous allez voir que la bouche des femmes est représentée par un tout petit point rouge. Pourquoi? Justement, pour cacher toutes les émotions. Parce que si on sait que ce qu'on est en train de dire vous fait plaisir, ben on peut retirer. Si on sait que ça vous fait de la peine, ben on peut tourner le couteau un peu plus. Donc, l'impératrice de Chine recevait les gens toujours derrière un écran de soie, vous voyez. Puis l'écran de soie ne la protégeait pas contre les armes, évidemment, mais la protégeait contre les mouvements involontaires du visage ou sinon des yeux et tout ça. Et donc, la force en Orient, c'est plutôt une non-lecture ou une comment on dit ça, Bernard, le bon mot, c'est qu'il on ne peut pas lire. Il n'y a pas de lecture possible. Il n'y a pas de langage corporel. Et en Occident, c'est plutôt le contraire. C'est d'avoir une voix, une position, une opinion, un commentaire. Et je crois que les deux sont importants. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Et je crois que, voilà, les femmes, si au Vietnam, il n'y avait pas de femmes, je crois qu'on n'aurait plus de pays déjà depuis longtemps. Parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient partis à la guerre. S'il n'y avait pas les femmes derrière qui tenaient ce pays-là, je crois qui continuaient à planter du riz, qui continuaient à élever les enfants, qui continuaient à faire rouler l'économie, quoi. C'est un peu comme et le travail est tellement au quotidien qu'on oublie. À tous les gestes qu'on fait au quotidien, on a comme le cœur qui bat tout seul, on l'entend pas, on force pas, il bat tout seul, on l'oublie très souvent, jusqu'au moment où on a un coup de foudre, mais voilà. Et je crois que les femmes, c'est ça. On prend pour acquis parce que c'est vital, c'est essentiel, et on sait très bien encore aujourd'hui dans le quotidien, oui, il y a peut-être égalité. Dans le sens où les hommes peuvent faire des tâches ménagères ou aider à maintenir une maison, mais je crois que les femmes jouent un rôle très important dans l'ancrage. Parce qu'il y a toute la charge mentale que les femmes ont. On a cette capacité de faire plusieurs tâches en même temps. Bon, là, je suis en train de dire qu'on est vraiment meilleur, mais peut-être un tout petit peu. Ou sinon, nos forces sont différentes et certainement complémentaires à celles des hommes. Et donc, on a tout à gagner pour les femmes, d'avoir les hommes avec nous et pour les hommes, d'avoir les femmes avec vous. Parce que je crois, et ça, je le dis pour la diversité et le dernier exemple, je ne prendrai pas plus longtemps, je vais essayer de faire ça vite, mais vous savez, le poisson rouge, en français, on l'appelle le poisson rouge, mais en anglais, c'est goldfish. Et en vietnamien, on l'appelle poisson chinois. Parce qu'on est allé chercher l'origine du poisson pour le décrire.
Et puis, je suis allée regarder le poisson pour comprendre pourquoi on ne voit pas la même couleur. Pourquoi or et rouge. Et j'ai réalisé que si on regarde le poisson de la tête vers la queue, ce côté-là de l'écaille est rouge. Mais si vous mettez de la queue vers la tête, l'autre côté de l'écaille est or ou orangé. Et voilà, donc les anglophones ont regardé le poisson de la queue vers la tête. Et donc, il n'y a personne qui a raison et il n'y a personne qui a tort. Tout le monde a raison. Mais si autour de la table, on a tous ces points de vue, ben, on va avoir une meilleure vision de la réalité. Parce que le poisson, il est à la fois or et orange et chinois. Voilà. Et donc, je crois qu'autour de la table, on doit avoir autant des femmes que les hommes, que les enfants, que les personnes âgées. En fait, plus il y a de diversité, et on parle de diversité culturelle, certainement, mais aussi générationnelle et géographique et tout ça, et on en serait qu'enrichi de cette expérience. On peut avoir un avant-goût de votre prochain roman? Oh mon Dieu, si on tombe là-dedans, ça va être. Oui, il faut m'accorder une autre heure. Hein, Bernard, tu me réécris et puis on fait le prochain livre. Mais je vous dirais que si tout va bien, la version québécoise va sortir peut-être au mois de novembre. Si tout va bien. Mais pour le moment, oui, je parle d'une opération qui s'appelle Operation Baby Lift, soit des enfants métissés qui ont été sauvés, qui ont été transportés par le gouvernement américain. Et il y a eu ce premier avion-là s'est envolé et il y a eu une explosion en plein décollage et la moitié des passagers ont perdu la vie. Mais l'autre moitié a survécu. Donc, mon personnage principal est une des petites filles qui a survécu de ce crash, de cette explosion. Voilà. Et Rue va être portée à l'écran bientôt. C'est peut-être en production. Oui, mais avec la pandémie, on ne peut pas tourner. Donc, je ne sais pas trop comment. À moins que ce soit moi qui joue tous les rôles. Mais je ne peux plus jouer du tout. Je ne peux pas apparaître dans ce film parce que je suis devenue trop grosse. Vraiment, vous voyez comment faire pour ressembler à une immigrante, une réfugiée. Donc, on va avoir beaucoup de difficultés à trouver en fait des acteurs. Et comme je vous ai expliqué, c'est pas tant le poids, mais cette fragilité-là, cette vulnérabilité-là. Ouais. OK, mais juste une petite question rapide. Quelqu'un demandait, une auditrice demandait, est-ce que vos livres ont été enregistrés comme livres audio? Est-ce qu'on peut se procurer des livres de Kim Thuy, des livres audio? Oui, vous avez c'est déjà enregistré. Je crois que il existe quelque part. Je ne peux pas vous diriger, mais peut-être en cherchant. Mais il y a un livre audio qui est gratuit que vous pouvez aller écouter. C'est sur Radio-Canada, livre audio. Puis vous mettez mon nom, Kim Thuy, et vous tombez sur le livre À toi que j'ai enregistré avec mon correspondant, mon co-auteur. Et puis les autres livres vont être enregistrés bientôt. En anglais, c'est déjà fait, mais en français, on attend après moi, en fait. Et vous êtes la narratrice. Et je lis. Oui, mais je lis tellement mal. Et une comédienne professionnelle prendrait peut-être 3 heures pour lire Rue, et moi, il me faudrait 12 heures. Parce que oui, mais pour Rue, je ne sais pas trop. Mon éditrice aimerait que ce soit ma voix. Et là, je suis en train d'écrire, donc il faut qu'elle m'attende un peu. Mais il y a déjà une version enregistrée avec ma voix, mais moins bien. Merci, que vous pouvez déjà entendre. Il y avait encore des dizaines et des dizaines de questions et le temps file. Merci beaucoup. On fait une autre séance, Suzanne ou Bernard. Vous me dites, et puis voilà, je me branche. Avec plaisir, en tout cas. Merci à Kim, bien sûr. Merci, Suzanne, également. Merci à ceux qui sont dans l'ombre de la toile. Là. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais vraiment remercier, j'aimerais vraiment souligner le travail exceptionnel des Alliances françaises. Je crois que sans les Alliances, probablement qu'on n'aurait pas pu partager la beauté de la culture francophone.
partout dans le monde. Et donc, j'espère que les alliances vont continuer à être très actives partout et surtout ouvrir une succursale ou une branche à Saigon, parce que l'Alliance française n'existe pas à Saigon. Alors, s'il vous plaît, ouvrez à Saigon. Merci beaucoup, Kim. Je vais parler comme pour les séries. La saison 3 de Je viens de loin, j'écris en français se terminait avec notre rencontre d'aujourd'hui. Elle reprendra la saison 4, donc en septembre, on l'espère, octobre. Et je crois qu'on ira peut-être du côté du Laos, de la Corée, peut-être de la Tchéquie. Sans doute du côté du Sénégal et du Cameroun, je l'espère du côté de l'Algérie et du Maroc, de l'Iran, de l'Afghanistan, tout ça, et ce sont des projets. Merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés, bonne fin de journée à chacun, bel été et surtout très bonne lecture. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.